Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait jaser des rôles différents dans le jeu virtuel. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans le jeu virtuel d'Asgaria, il y a 4 différents rôles. Il y a le seigneur, il y a l'évêque, le pirate et le mercenaire. Ça, c'est en ordre de complexité. Le seigneur étant le plus complexe, puis le mercenaire étant le moins complexe. Là, c'est sûr, quand vous allez parler aux joueurs, il y a des opinions différentes quant à la complexité des rôles. Mais dans le fond, c'est juste que pour être seigneur, il y a plus de choses à gérer que pour être mercenaire, par exemple. On va regarder les rôles plus ou moins en détail. Je vais faire une vidéo par rôle. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que peu importe quel rôle vous voulez faire dans le jeu virtuel, ça n'impacte aucunement votre personnage dans le grandeur nature. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous êtes seigneur que vous pouvez pas être assassin ou mage ou chevalier. Votre classe dans le GN, vous pouvez être ce que vous voulez dans le jeu virtuel. Vous êtes même pas obligé de, de d'être conséquent dans vos actions. Là. Vous pouvez être super gentil dans le GN, puis être un trou de cul fini dans le jeu virtuel. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si vous faites des coups dans le jeu virtuel, attendez-vous à ce que dans le GN, il y ait des conséquences. Aussi, sachez que vous pouvez changer de rôle dans le jeu virtuel à tout moment. Il n'y a il y a aucune limitation. Par contre, si vous changez de rôle, il y a des coûts de changement, dans le sens que, exemple, le pirate a des équipages, comme, je vais prendre un exemple, un pêcheur de cachalot. Mais le pirate est le seul à avoir un pêcheur de cachalot. Donc, si je changerais de pirate à seigneur, ben, le seigneur ne peut pas avoir de pêcheur de cachalot. Donc, le pêcheur de cachalot, ben, au revoir. Et vice-versa. Là. Tout ce qui est exclusif au rôle, vous les perdez. Ou il faut que vous trouviez un moyen de les dépenser. Là. J'ai lu brièvement de changer de mercenaire vers un autre rôle. Puis il y a des... autre chose qui est important de savoir, quand vous débutez dans le jeu virtuel, vous avez ce qui appelle la protection débutante. Pour vous aider à débuter dans le jeu virtuel, sachez que tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas atteint un certain nombre de populations, il sera impossible pour tous les autres joueurs ou les PNJ de vous attaquer ou de vous envoyer des garnisons répressives. Les gens peuvent faire du commerce avec vous, il n'y a pas de problème. Chez les seigneurs, vous perdez cette immunité de départ lorsque votre population atteint excusez-moi, 120. Chez les évêques, c'est 80. Chez pirates et mercenaires, il n'y a pas de protection de débutante. Par contre, si vous êtes en protection débutante puis vous décidez d'attaquer quelqu'un, ben cette personne-là a le droit de se défendre et de contre-attaquer si le désire. Que ce soit un joueur ou un PNJ. On va commencer avec le seigneur. Parce que le seigneur, c'est le plus complexe, mais aussi le plus populaire. Un seigneur est une personne qui gouverne au moins une terre, qu'on appelle une baronnie. Il est de son devoir de développer et de protéger le dit territoire, et ce, au nom de celui qui lui a offert contre son allégeance. Parce que quand que vous prenez possession d'un titre de baronnie, vous prenez possession d'un titre de baron, ben vous avez un suzerain. Et c'est cette personne-là qu'on parle ici. Là. Grâce aux paysans qui habitent ces dites terres, le Seigneur se verra aussi enrichi suite à l'exploitation des ressources par ces derniers. Sachez aussi que, si vous le désirez, il vous sera possible d'acquérir des titres de noblesse de plus en plus prestigieux, comme comte, vicomte, marquis, duc,
etc. De plus, sachez que des 4 rôles virtuels qui vous sont proposés, celui de seigneur est le plus demandant en termes d'implication. Pour ceux qui désireront jouer en tant que seigneur, sachez que dans un tel rôle, vous devrez faire preuve d'un sens aigu de gestion et de planification. Il vous faudra aussi utiliser votre prestance et votre éloquence pour convaincre d'autres joueurs de vous sortir des situations épineuses et d'atteindre vos objectifs plus aisément. En effet, l'un des moments où ces aptitudes seront mises de l'avant sera lors de nombreuses rencontres politiques que vous aurez fort probablement à participer dans votre carrière politique. Dans le fond, quand je parlais tantôt des plus compliqués, c'est vraiment au niveau de l'implication. Et la raison pour laquelle le seigneur est plus demandant au niveau de l'implication, c'est parce qu'en tant que seigneur, vous avez l'opportunité de toucher un peu à tous les aspects du jeu virtuel. En tant que seigneur, vous pouvez faire du commerce. Vous faites votre propre gestion de votre baronnie avec accès au plus de bâtiments qui existent. Vous avez aussi la possibilité de gérer votre flotte. Vous avez la possibilité de bâtir des navires, pas aussi complexes que le pirate, parce que le pirate peut modifier ses navires pour leur donner des upgrades, mais le seigneur peut avoir une chier de navires. Le pirate est limité à 5, puis le seigneur est limité à infini, il me semble. Donc, vous touchez à la marine, vous touchez à la guerre, vous touchez au commerce dans un sens qui est complet. Donc, c'est demandant. Pour devenir seigneur, premièrement, pour être seigneur, vous devez faire partie du jeu virtuel, comme j'en ai parlé dans le vidéo précédent. Il y a 2 façons de débuter. La plus simple, la plus sécuritaire, est de se vassaliser à un seigneur plus puissant qui a des terres vacantes. Exemple, vous demandez à un suzerain de vous donner une terre. En échange de votre vœu de fidélité envers votre seigneur, ce dernier vous donne une de ces terres que vous devez développer en son nom, en plus de bénéficier de la protection en cas d'attaque venant de l'extérieur. De votre côté, vous lui verserez une partie des richesses que vous exploiterez, en plus de lui apporter une aide militaire lorsqu'il le demande. Et encore une fois, ça, c'est une des façons de rentrer dans le jeu virtuel, mais quand il est stipulé en échange d'un vœu de fidélité envers votre seigneur ou suzerain, ce dernier vous donne une de ces terres que vous devrez développer en son nom, blablabla, blablabla. Oui, mais vous pouvez toujours le faire juste en votre nom à vous, puis pas payer ses taxes et subir les conséquences qui viennent avec. De la même façon que s'il vous demande de l'aide militaire, ben vous pouvez dire oui, je vais être là, ne pas y aller et subir les conséquences. L'autre méthode qui est beaucoup plus ardue, effectivement, est d'amasser les fonds par vous-même, en plus de créer le titre nécessaire pour aller vous installer sur une des terres qui n'appartient à aucun seigneur. Ainsi, vous ne devrez rendre des comptes à personne d'autre que vous. Toutefois, il sera de votre sort de vous défendre des autres par vous-même. Donc, il y a façon de créer votre propre titre de baron. Dans les cartes qu'on a regardées dans les vidéos précédentes, je vous avais montré qu'il y avait des cercles vides où est-ce que dans les cartes de jure, il y a des baronnies, mais dans les cartes actuelles, il n'y en a pas. Ça, c'est parce qu'il y a des baronnies qui ne sont pas encore créées. Et pour créer un titre de baron, ça prend une quantité de ressources. C'est pas impossible de se le ramasser, mais ça prend aussi de l'influence. Donc, un coup que vous avez ces ressources-là, ben, vous pouvez justement choisir une baronnie qui n'est pas encore sur la carte actuelle. Je vais prendre un chiffre comme ça, puis dire, mettons, la baronnie numéro 193. OK? Ça se peut qu'elle existe déjà, je prends un chiffre de même. Fait que vous pouvez dire, bon, ben, je prends la baronnie 193, je crée le titre de baronnie, elle va s'appeler la baronnie numéro 193, jusqu'à ce que vous, avec la fiche, vous lui donnez un nom, vous faites une charte baroniale, et la baronnie 193 va apparaître dans la carte actuelle. Puis vous allez être baron de cette baronnie-là. Vous êtes, théoriquement, si vous ne lui donnez pas de nom, vous allez être baron
de 193. Un petit peu so-so. Conseil pour être un bon seigneur. Vendre vos surplus afin de pouvoir investir un maximum et augmenter la production de ces surplus. Quand que je parlais de ressources puis de génération de ressources dans 2 ou 3 vidéos précédentes, c'est ça qui est important pour le seigneur. Les vivres, les ressources que vous avez sur votre baronnie, le seigneur doit les vendre pour pouvoir s'acheter les autres types de ressources qu'il ne produit pas lui-même ou faire des échanges, etc. C'est un gros point pivotal pour être un bon seigneur. L'indice de développement humain, le plus positif possible. Mon prochain vidéo, ça va être sur l'indice de développement humain. Vous faire des alliés. Plus vous aurez d'alliés, plus vous serez puissant, plus vous allez pouvoir avoir du commerce, plus vous allez pouvoir échanger avec vos alliés. Exploiter les ressources à votre disposition le plus rapidement possible. Quand que j'ai parlé dans la vidéo des bâtiments à l'infrastructure civile, c'est exactement ça. C'est si vous avez des carrières de roches, il faut les construire et les exploiter le plus rapidement possible. C'est comme ça que vous allez vous enrichir et que vous allez croître le plus vite possible. Les routes commerciales pour faciliter les exports de vos surplus. Donc, on va en parler dans la vidéo sur le commerce. Le Moyen-Âge étant une époque dangereuse, pensez à vous faire une armée puissante lorsque vous en aurez les moyens. Voilà. Diversifier votre économie et vos sources d'approvisionnement. Avoir des alliés qui produisent des ressources différentes de vous. La religion peut être un atout important lors d'une guerre. Impliquez-vous. À Asgaria, vous pouvez créer votre propre religion ou vous pouvez joindre une religion déjà existante. C'est à vous de voir. Il y a de toutes les religions avec des personnages puis des PNJ en jeu et dans le jeu virtuel. Donc, c'est à vous de voir. Un autre point, choisissez bien vos vassaux car ils jouent un rôle très important dans toutes les sphères de votre jeu. Si vous faites des alliés puis vous obtenez des titres de noblesse supérieurs à baron comme vicomte, comte, marquis, ça veut dire que vous allez avoir des baronnies qui vont vous être attitrées. Je vous donne un exemple. Si moi, je suis comte de Clairlac de Jure, ben, je possède la baronnie, le titre de baron de Alf et le baron d'Angevie. Parce que c'est moi le comte et j'ai pas de vassal. Donc, j'ai ces 2 baronnies-là. Moi, je vais habiter sur une de ces baronnies-là. Et l'autre baronnie, c'est moi qui a le titre. Donc, je devrais le donner à quelqu'un parce que vous ne pouvez pas contrôler plusieurs baronnies. Vous pouvez juste gérer une seule baronnie. Les autres que vous avez en tant que dans vos titres, l'idée, c'est de les donner à quelqu'un qui devient votre vassal. Et lui va gérer sa baronnie avec votre aide ou la mienne, si je suis disponible. Je suis toujours disponible. Et cette personne-là va vous payer des taxes. Les taxes, c'est vous qui les settez. C'est vous qui vous dites « donne-moi tant à la fin de l'année » ou « donne-moi tant par mois », etc. C'est vraiment vous qui settez ça avec votre vassal. Et c'est important de bien choisir vos vassaux parce que, comme j'ai mentionné maintes fois à date, lui, il peut juste prendre la baronnie puis dire « ben non, moi, je suis indépendant ». Ou dire « non, moi, je change de suzerain et je vais jurer allégeance à Jean-François Dutillac ». Par exemple. Fait que dans le fond, vous perdez ce vassal-là. Puis la seule façon d'aller reprendre votre baronnie, c'est de l'attaquer en guerre légitime de revendication baroniale. Et aussi, ils disent privilégier les vassaux joueurs aux PNJ car ils sont plus productifs et plus impliqués. Donc, si vous pouvez avoir des vassaux PNJ, il y a moyen de créer des PNJ et de créer des vassaux PNJ. Ça coûte crissement cher, ça coûte très cher et vous pouvez seulement qu'en créer qu'un par année. L'immense différence, c'est que les PNJ ne prendront aucune action autre que faire du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont, qu'ils produisent, aider durant les guerres. Puis chaque PNJ, si je me rappelle bien, ont une attitude et un attrait au hasard. Donc, ça se peut que vous vous retrouviez avec un PNJ qui est offensant et qui est focusé sur l'académie, disons.
Ça se peut. Fait que ça fait le tour du Seigneur. J'ai été Seigneur pendant un petit bout. Ce qui est plaisant du Seigneur, c'est comme une espèce de coup d'œil complet à à toutes les facettes là, du jeu virtuel. En tant que Seigneur, vous pouvez toucher à tout. Mais si vous avez déjà pas de temps à vous durant vos semaines, durant vos mois, ça va falloir, pour réussir en tant que senior, il faut passer, je vais dire peut-être quelques heures par mois à vous occuper de votre baronnie, à vous occuper de votre jeu. Faut jaser avec les gens, faut demander, faut être actif, vous pouvez utiliser Discord, etc. Pour être capable justement d'échanger puis de croître en tant que senior. Mais c'est très, très plaisant. C'est super le fun parce que vous touchez à tout. Le prochain vidéo que je vais faire va être directement sur l'indice de développement humain, parce que c'est une des facettes qui est dangereuse. Je pense que je l'appellerais même le piège numéro 2. Le piège numéro 1 étant la famine, si on s'en rappelle bien. C'est le piège numéro 2 parce que l'indice de développement humain peut faire en sorte que votre peuple se révolte. Puis vous allez pas perdre 50% de votre population non nourrie, comme avec la famine, mais vous allez perdre des ressources, des bâtiments, puis un peu de gens et d'hommes d'armes durant les révoltes, dépendant de la grosseur de la révolte. Fait que je reviens là-dessus. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, laissez-le dans la vidéo. Ça fait, je pense, 3 ans que je veux dire ça. Don't forget to comment, like and subscribe.